Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman, femme et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite te permettre de rayonner dans ta carrière ou ton business, de rayonner dans ta famille, de rayonner dans ta sexualité et finalement de rayonner dans toute ta vie. Si tu as des questions, des envies ou des recommandations, rejoins-moi sur mon compte Instagram, Christine Levicki, pour échanger. Dans quelques instants, tu vas pouvoir accéder à cette conversation passionnante que j'ai pu avoir avec mon invité. Mais avant de commencer, je voudrais t'annoncer que les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. La Voix d'Athéna, c'est un accompagnement en 12 modules pour te retrouver et te remettre au centre de ta vie. Pour faire la paix avec ton corps et découvrir pourquoi il est urgent que tu apprennes à honorer tes envies. Pour faire la paix avec ton sexe et découvrir les trésors de la sexualité. Et surtout, et enfin, pour activer tes super pouvoirs féminins et commencer à vivre ta légende personnelle sans retenue ni délai. La Voix d'Athéna, c'est le programme pour les femmes qui veulent arrêter de se sacrifier et reconnecter avec ce qui les fait vibrer. Je propose ce programme une fois par an. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à aller visiter mon site christinelevicki.com et à réserver ta place. On commence très bientôt. Alors aujourd'hui, je reçois Claude Parizeau pour parler d'intimité dans le couple. Claude Parizeau est un thérapeute de couple français formé également à la sexothérapie, animateur de stage et superviseur dans l'approche Imago. Il est également l'auteur du livre « Réenchanter son couple grâce à la méthode Imago » paru en janvier 2022 chez Erol. Alors dans cet épisode, nous allons aborder les points suivants. Quelles sont les forces inconscientes de la relation amoureuse et pourquoi les connaître peut vraiment nous aider à traverser les moments difficiles? Quelles sont les diverses étapes de la relation amoureuse? Comment réussir à parler à l'autre avec notre cœur et se sentir en sécurité pour exprimer l'indicible et transformer la relation? Nous parlerons aussi de pourquoi le travail sur soi est important pour parvenir à mieux aimer et comment faire quand on a un conjoint qui ne se remet pas en question. Claude va aussi nous présenter les 4 piliers du couple, le projet commun, la communication, la tendresse et la sexualité. Et enfin, nous allons parler de l'intimité. Qu'est-ce que c'est que l'intimité et en quoi c'est exactement ce que nous cherchons à vivre au plus profond de nous? Et pour terminer, Claude va nous parler des 3 danses du couple et comment savoir laquelle est la vôtre. Alors bonjour Claude et bienvenue dans cet épisode. Bonjour Christine, content de te retrouver. Alors, tu es déjà venue au micro de ce podcast dans l'épisode 58 que j'invite bien évidemment tout le monde à écouter. Donc, tu nous avais déjà bien parlé en détail des bienfaits de la méthode Imago. Et donc, aujourd'hui, je voudrais te faire parler du couple un peu plus que de la méthode dans cet épisode. Alors, dans la première partie de ton livre, tu commences par nous donner des pistes pour mieux comprendre le couple et ses tensions afin que nous puissions mieux les traverser. Et tu parles notamment des forces inconscientes de la relation amoureuse. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont ces forces inconscientes et pourquoi c'est important de les mettre en lumière? Les forces inconscientes, c'est ça, c'est de les mettre en conscience, parce que si elles sont inconscientes, on va les projeter sur notre partenaire. Et ces forces inconscientes nous viennent de l'enfance. C'est-à-dire que toutes nos frustrations, mais aussi bien nos frustrations que nos joies, elles sont à 90% liées à notre histoire. Donc souvent, on va mettre ça sur le crédit ou le discrédit de notre partenaire, mais en fait, c'est juste des choses qui existent en nous. On va aimer des choses chez notre partenaire qu'on a aimées de notre enfance et on va détester des choses qu'on a vécues dans la relation avec nos parents ou les personnes qui se sont occupées de nous enfants. Et c'est ça qui va se jouer dans tout ce qui est difficile, dans tous les défis de notre relation. Les défis positifs comme les défis, comme je disais, négatifs. Donc, si on ne les met pas en conscience, de mon expérience, et puis aussi, c'est de la théorie, je veux dire, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais je l'observe sur chaque séance, nous, tous, êtres humains, nous projetons sur notre partenaire de vie
nos forces inconscientes, c'est-à-dire nos blessures d'enfance. Quand je parle de blessures d'enfance, je parle de tout ce qui est besoin non satisfait. Un besoin qui n'a pas été satisfait enfant, même avec des super parents, ça peut se transformer en blessure, que certains appellent cicatrices aussi. Euh, ça fait des cicatrices à l'intérieur. Donc, pour moi, ça, c'est essentiel de connaître ça. Et c'est vrai que, je prends un exemple, c'est quelque chose qui me vient, je vais te partager ça. Je parle souvent avec des amis, puis notamment des amis femmes, qui me disent, mais comment je fais pour faire venir mon homme en thérapie, etc. Il ne veut pas aller en thérapie, etc., etc. Et c'est vrai que je ne vois pas comment on peut faire aujourd'hui si nous-mêmes on est sur un chemin, si on a un partenaire qui ne veut pas faire le chemin, c'est vraiment très compliqué de s'épanouir dans la relation, de mettre de la conscience sur ce qui se passe dans nos conflits, etc. Parce que ça vient toujours de l'enfance. Et si on ne veut pas aller voir ça, on va continuer à critiquer, à projeter ça sur le partenaire. D'où l'importance. Et alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de ces forces inconscientes, qu'on puisse mieux comprendre de quoi il s'agit? Moi, je vois les forces inconscientes, par exemple. Moi, je prends mon exemple. Hein. Dans mon livre, c'est vrai que je parle beaucoup. Je connais personne de mieux que moi, quoi. Donc je peux parler que de ce que j'ai vécu, mais c'est exactement ce que je vis aussi avec la plupart des couples vivent ça aussi, la colère, l'émotion de la colère. Dans ma famille, mon père, lui, il a la polio, et c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. On l'a vu beaucoup souffrir avec sa maladie, puis on l'a vu beaucoup aller à l'hôpital. Et, 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 et c'est vrai que même sans qu'ils nous disent vous n'avez pas de raison d'être en colère, moi, oui, parce que j'ai souffert, vous avez tout ce que vous voulez. Mais il n'avait pas besoin de dire ça, c'est que la façon dont l'énergie, dont la communication se faisait dans notre famille, c'était ça que mes frères et sœurs, on a intégré. Ce qui fait que nos colères, nos frustrations, on ne les a jamais exprimées parce qu'on se sentait avec nos deux jambes et nos deux bras. Et mon père, lui, non, il avait une jambe en moins. Et donc, on n'a jamais osé exprimer nos colères. Ce qui fait que tout enfant, on n'a jamais exprimé nos frustrations. Encore nos parents, il n'y a pas longtemps, disaient ah, mais vous étiez des enfants modèles. Bah oui, on était des enfants modèles parce qu'on ne se sentait pas autorisé, puis il y avait de la peur. Mon père était très autoritaire, très, très strict. Et donc, on n'a jamais exprimé nos colères. Et donc, au fur et à mesure de notre histoire, bah, on a emmené ça avec nous dans notre histoire. Et moi, je ne me mettais pas en colère. Je détestais la colère et je souriais tout le temps dans les relations. Je disais pas quand j'étais frustré. Et donc, je choisissais des partenaires qui avaient l'air très gentils, qui avaient l'air vraiment douces. Puis ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et puis, au bout de quelques temps, bien sûr, ces personnes-là, ben, elles sont des êtres humains, elles avaient des frustrations. Et elles commençaient, en plus, j'aime bien les femmes qui expriment leurs émotions. Donc, je les choisis pour ça. Puis, au bout d'un moment, je commençais à leur reprocher qu'elles exprimaient un peu trop leurs émotions, puis qu'elles n'étaient jamais contentes. Puis qu'est-ce que je voulais dire derrière? C'est que quand elles étaient comme ça, moi je me sentais en insécurité, et puis que je me fermais, puis je n'osais plus parler, etc., etc. Donc voilà, une des forces inconscientes, c'est ça, c'est une des blessures, c'est d'avoir anesthésié la colère. Et bien sûr, la relation de couple fait émerger ça forcément. Super. Merci. Alors, dans ton livre, tu parles de la lune de miel, de la lutte de pouvoir, de l'obscurité après l'éblouissement et de retrouver la lumière dans le couple. Est-ce que tu peux nous parler de quoi il s'agit? Est-ce que tu peux nous développer tous ces points? Oui, en fait, c'est les diverses étapes de la relation amoureuse. La première étape, c'est la lune de miel, tout le monde la connaît. On tombe amoureux ou on a un coup de cœur pour quelqu'un. Ça, c'est la force inconsciente qui vient aussi de notre enfance. Je viens de l'expliquer. On va tomber amoureux des choses positives et des choses qu'on n'a pas aimées de notre enfant. Plutôt des choses positives qu'on a aimées ou bien des choses qu'on n'a pas eues et puis qu'on va voir chez notre partenaire. Puis ça, c'est dans la période lune de miel. On voit tout le côté positif parce qu'on a plein de substances dans notre corps qui font que on voit l'être aimé vraiment avec des lunettes roses. Et donc, ça peut durer, plus on a de la conscience, j'ai remarqué, moins ça dure longtemps. Donc, moi, ça ne dure pas très longtemps. C'est-à-dire que ça dure entre une journée ou quelques heures et puis et 3 ans pour les plus chanceux. Puis une fois que cette période romantique, elle est passée, bah, c'est pas aussi schématisé, c'est-à-dire on peut avoir déjà des tensions dans la période romantique, mais à un moment donné, on va basculer dans ce qu'on appelle la lutte de pouvoir, où on va voir le partenaire tel qu'il est, puis on va commencer à avoir des désaccords. Et c'est là que j'aimerais que des fois recevoir les couples à ce moment-là,
de leur étape de la relation, parce que c'est beaucoup plus facile à nettoyer quand les couples viennent en début de difficultés. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire le livre, c'est que les gens viennent au début, non pas quand ils ont entassé pendant 20 ans beaucoup d'excréments, pour parler cru. Et donc là, c'est la période de lutte de pouvoir. On veut avoir raison, on ne se sent pas entendu, on ne parle pas la même langue. Et c'est là qu'on commence à avoir des tensions. Et si on n'a pas les outils, on s'éloigne, on se fait du mal, on se critique et on crée vraiment des blessures ou des éloignements. Soit on les dit et puis c'est très houleux, soit on n'en parle pas et puis on se ferme et on devient des partenaires. C'est ce qu'on appelle le divorce invisible. On s'éloigne et on devient des colocataires. Donc, ça, c'est la période. Et ensuite, donc, il y a il y a l'engagement. Il y a d'abord la mise au travail. C'est ce qu'on fait dans le travail, dans le dialogue Imago. On se met au travail et en même temps, on s'engage. On s'engage à rester en lien, même quand c'est difficile, et à aller mettre de la lumière sur nos conflits et de voir la pépite d'or qu'il y a derrière. Parce que derrière tout conflit, nous, on dit chouette un conflit, il y a une pépite qui est là pour faire grandir la relation. C'est juste la relation qui veut s'épanouir, qui veut s'enrichir. Donc, un conflit, c'est chouette un conflit parce que derrière, il y a une pépite d'or qui va enrichir la relation. Si on n'est pas capable, on va s'éloigner, on va appauvrir la relation. C'est pour prendre voilà. Si on a le courage de se remettre en question, de confronter cette problématique, de la regarder en face, de venir la travailler grâce notamment, par exemple, à la thérapie Imago. Et donc, voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas la thérapie Imago, je vous invite à vraiment écouter l'épisode 58, mais on peut en parler très brièvement. Hein. Ce que j'ai compris de la méthode Imago, c'est que c'est un process de dialogue qui permet aux partenaires de se parler dans un cadre très, très sécurisé parce que la personne est invitée à vraiment parler d'elle-même. Et donc, il y a une série de questions, c'est ça, qui sont posées. Tu veux nous en parler un petit peu brièvement pour les personnes qui n'ont pas encore écouté l'épisode 58? Très brièvement, c'est que c'est plus qu'une méthode. Pour moi, c'est un art de vivre parce qu'aujourd'hui, ça me permet vraiment, même dans le quotidien, de laisser mon monde de côté quand je ne suis pas trop réactif et d'aller dans le monde de l'autre. C'est ça, il y en a un qui parle de soi et l'autre va vraiment dans le monde de l'autre avec curiosité au lieu d'être avec sa réactivité. C'est ça la clé. Et on est face à face, les yeux dans les yeux, cœur à cœur. Et au-delà des questions, ce n'est pas des questions, c'est des amorces de phrases. Parce que la question nous ramène dans la tête. Et tandis que les amorces de phrases permettent de descendre vite dans le cœur. Et le but, c'est que les couples parlent avec leur cœur plutôt que de remonter dans la tête, parce que la tête n'aide pas à sortir des conflits, puisque le conflit, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Et nous, on va aller soigner la partie immergée, celle qui vient de l'enfance et qui vient nous impacter. Donc cette méthode, c'est juste d'être face à face. Il y en a un qui parle de soi, l'autre qui est un peu comme en CNV, à cet endroit-là, la communication non violente. Mais ce qui va plus loin pour moi, c'est la structure, le contenant de la structure qui va permettre, comme tu disais, de mettre vraiment une sécurité telle qu'on va oser exprimer même l'indicible ou les choses qui nous font peur de dire, parce qu'on a peur d'être rejeté, d'être abandonné, de toutes ces choses-là. Donc, ça nous permet vraiment de parler de cœur à cœur et de parler en toute vérité. Moi, c'est ça que j'adore. C'est qu'à chaque séance, même les couples qui arrivent hyper... C'est ça, le truc le plus riche, c'est que les couples peuvent arriver dans n'importe quel état. Une heure après, ils repartent, leur espace relationnel est complètement transformé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça que j'adore. Alors, j'ai une question par rapport à ça, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'importance dans cette démarche et dans le couple, l'importance d'oser se remettre en question, de faire un travail sur soi. Est-ce que ça peut arriver qu'on arrive dans un rendez-vous Imago et puis notre conjoint a du mal à aller dans son cœur, en fait, a du mal à aller dans ses profondeurs pour aller faire sortir des choses? Est-ce que la méthode elle-même permet cette ouverture ou est-ce qu'il faut que la personne fasse un autre travail pour accéder à cette ouverture? Les deux, j'ai envie de dire. Oui, j'ai vraiment la réponse. Je vais prendre mon exemple précis. Moi, j'étais complètement fermé. Moi, je parle dans mon livre des abus, de la fermeture que vraiment j'ai reçue à l'intérieur de moi. J'étais complètement clivé. Donc, même quand je faisais le dialogue Imago, quand j'étais au début de mon parcours de thérapeute de couple, mes partenaires, quand je faisais le dialogue, elles me disaient, mais on fait le dialogue, mais je ne sens pas ton cœur, tu n'es pas là, quoi, je ne sens pas tes émotions. Et j'ai entendu ça, si tu savais le nombre de fois où je l'ai entendu, moi, ça me frustrait encore plus, parce que je faisais tout ce que je pouvais, puis ce n'était jamais assez, donc je touchais ma blessure de compétence. Et
quoi que je fasse, c'est jamais assez bien. Et ça, c'est ce que je le dis parce que combien d'hommes, là, en écoutant ça, vont se reconnaître. Et donc, dans le dialogue imago, quand j'amène la personne à dire son ressenti, j'explique ce que c'est un ressenti, puis je l'invite à mettre des adjectifs. Donc les adjectifs, c'est de descendre dans son cœur et puis de prendre le temps. Déjà, première chose, quand on ne sent pas, quand on a du mal à ressentir ce qu'on ressent ou ce qui se passe en nous, c'est le silence. Ralentir pour sentir. Donc il faut ralentir le rythme. Relâcher l'expire et puis on va descendre. Et puis la personne, je vais dire, et voilà, ça me fait me sentir quand tu dis ça. Et j'invite la personne à revenir en fermant les yeux dans la situation, une situation précise. Ça aussi, pour aider les gens qui ne sentent pas, c'est aller dans une situation précise, une situation qu'on peut filmer. Si c'est quelque chose de général, il ne va rien se passer. Et donc, la personne va essayer de descendre, et puis si elle a du mal à mettre des mots, moi je vais l'inviter, je vais faire ce qu'on appelle la doublure. Je vais lui dire, je vais te dire les mots qui me viennent, et puis tu reprends si c'est bon. Tu vois, par exemple, je vais dire, et dans ces moments-là, je me sens transparent, triste, seul. C'est ça que je ressens. Est-ce que ça te parle? Prends tes mots. Tu vois, et la personne, je la prends. Je lui envoie aussi des listes de Issa Padovani, notamment, avec qui j'ai travaillé sur ce livre, qui était d'accord pour me prêter sa liste parce que je la trouve super bien faite. Et donc, les gens s'entraînent à la maison. Et si ce n'est pas suffisant, dans 10% des cas peut-être, ça arrive que vraiment les personnes n'ont tellement pas confiance en elles, tellement elles sont clivées, tellement elles n'ont pas l'habitude qu'elles ont besoin d'une aide extérieure. Je les invite à aller faire un travail en thérapie de leur côté pour nourrir l'estime de soi et aussi pour apprendre à sentir. Donc, il y a pas mal de méthodes pour ça et je les invite plus à aller là. Et comment faire quand on a une personne qui a pas envie de se remettre en question, en fait, qui a envie que le couple aille mieux, mais qui ne veut pas aller à l'intérieur de lui ou d'elle, hein, ça peut être l'homme ou la femme, mais on peut avoir des personnes qui ont tellement peur qui ont tellement construit une carapace pour se protéger qu'ils n'ont pas l'intention de la casser, cette coquille. J'avoue que c'est vraiment une bonne question, on me l'a souvent posée. Il y a déjà la première, c'est pour amener la personne, elles ne veulent pas très souvent, ça me rappelle un congrès où je parlais aux femmes de comment faire venir les hommes en thérapie, c'est vraiment déjà de parler que de soi. Très souvent, nous on parle de maximiseur, minimiseur, en imago, maximiseur c'est celui qui a besoin du lien, de sentir le lien, qui se sent abandonné, qui va chercher le lien. Le minimiseur, c'est celui qui va se fermer, qui a besoin de temps, d'espace, qui va se mettre dans sa coquille. Et c'est 90% les hommes, les minimiseurs, et 90% les femmes, maximiseurs. Et le problème du maximiseur, ou en tout cas le défi, ce n'est pas un problème en soi, c'est d'apprendre à arrêter de critiquer. Une des raisons pour lesquelles le minimiseur, et donc l'homme, des fois ne vient pas en thérapie, c'est qu'il a l'impression que c'est lui le problème. S'il sent que c'est lui le problème, il n'a pas envie de s'ouvrir, il n'a pas envie d'aller en thérapie pour qu'on lui dise « mais c'est toi qui dois changer ». Déjà, c'est ça. Donc, c'est si je veux que mon partenaire vienne en thérapie, c'est de dire combien j'ai besoin, j'ai envie de mieux le comprendre, combien j'ai envie de te comprendre, parler que de soi. Aucun tu. Le tu, ça tue, on connaît tout ça. Et ça, c'est la première. Et même des fois, on dit je, mais si c'est un jeu qui montre combien c'est l'autre le problème, c'est dans l'énergie que c'est important. C'est vraiment dans une énergie de dire j'ai tellement envie de mieux te comprendre, j'ai tellement envie de ne pas te blesser, j'ai envie de vraiment bien communiquer avec toi. Ça, c'est une chose. Si la personne, elle continue de ne pas vouloir, déjà, si nous, on travaille sur nous, j'ai remarqué que l'autre va bouger, s'il y a de l'amour. Si vraiment elle ne veut pas, moi, je leur dis à mes amis, quand il y en a un qui ne veut pas, je dis, mais tu peux ne pas y aller et tu n'es pas obligé de faire un travail sur toi, mais sache que tu vas continuer à projeter sur ta partenaire ou ton partenaire tout ce que tu ne veux pas aller regarder. Et donc, à un moment donné, ça va être tellement douloureux que malheureusement, vous allez vous séparer alors qu'il y a beaucoup d'amour, alors qu'avec quelques outils, vous pourriez vraiment sortir de là, de mon expérience. Donc, c'est vraiment beaucoup de bienveillance. Moi, je dis ça, et je n'ai pas de règle absolue, mais ma croyance, c'est toujours une croyance, c'est que s'il y en a un qui fait le chemin et que l'autre ne le fait pas, à un moment donné, tu vois, si je montre là, si on n'est pas à l'écran, mais il y en a un qui va tout droit, puis l'autre qui va s'éloigner, puis à un moment, on se rejoint plus et on devient des colocataires et on s'éloigne tellement qu'on va se séparer de toute façon. Pour moi, dans le monde dans lequel on vit, s'il y en a un qui fait le chemin, et ça veut dire que la relation, elle est amenée elle va se transformer s'il y en a un qui fait le chemin et pas l'autre, et c'est une invitation à l'autre de se remettre en question et de transformer aussi ses peurs en potentialité. Et si ce n'est pas fait, de mon expérience, très souvent, il y a séparation derrière. Très souvent.
Alors, je vais réagir sur plusieurs choses que tu as dit, deux choses que tu as dit qui m'ont parlé personnellement par rapport à mon couple. La première chose, c'est que moi, je suis clairement le maximiseur. Je suis clairement quelqu'un, j'ai toujours envie de plus. Je veux toujours plus, 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 plus. Et donc, justement, ce week-end, je disais à mon mari, je disais, mais tu sais, quand je veux plus, quand je veux qu'on fasse un stage de ci, un stage de ça, c'est pas parce que je trouve qu'on n'est pas bien, c'est pas parce que je trouve qu'on a un problème à régler, c'est juste que je trouve qu'on a du potentiel. On a du potentiel et j'ai envie de vivre encore plus d'amour avec toi, encore plus d'intimité, encore plus de plaisir, encore plus de joie. Et donc, voilà, j'ai eu besoin de lui préciser parce que je sentais que toutes mes demandes de plus, plus, plus pouvaient lui faire croire qu'en fait, il n'était pas assez. Je dis non, non, c'est pas qu'on n'est pas assez bien ou qu'il y a des trucs qui ne sont pas assez. C'est plus qu'il y a du potentiel que j'ai envie de vivre avec toi. Et donc déjà, j'ai eu besoin et j'ai senti que c'était important que je pose ça, que vraiment je pose le fait que en étant maximiseur, voilà, c'était pas que je trouvais qu'il était coupable ou qu'il y avait un problème dans notre couple. C'était plus que j'avais envie d'autre chose. Et autre chose aussi, quand tu exprimais que ça peut aider les personnes dans le couple de devoir exprimer un ressenti par rapport à une situation précise. Et moi, personnellement, mon mari a beaucoup de mal à exprimer ses émotions. Il a beaucoup de mal à mettre des mots pour exprimer ses ressentis. Et donc, si je lui demande est-ce qu'il m'aime, il me dit bah oui, je t'aime. Et si je lui demande bah, est-ce que tu peux me dire un peu plus, qu'est-ce que tu aimes, il dit bah, je sais pas, je t'aime. Et là, il a beaucoup de mal à mettre les mots pour expliquer. Et moi, j'aime beaucoup les mots. Et donc récemment, j'ai eu la bonne idée, c'était samedi, justement, je lui ai dit, bah, écoute, on était à une soirée et tout, et je suis allée le voir, on dansait, je l'ai embrassé, et je lui ai dit, qu'est-ce que tu aimes chez moi ce soir là, dans cette soirée, qu'est-ce que tu... Et donc ça l'a beaucoup aidé d'avoir quelque chose de très précis. Et là, il a pu me donner des éléments de réponse qui m'ont beaucoup touchée, parce que c'était dans un contexte, enfin, c'était une question plus précise, en fait. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Ça, c'est ce que tu dis là, tu vois, par rapport à ça, tout à fait. Chez les hommes, il y a la blessure de compétence. Dans les deux cas que tu nommes, et je vais revenir sur la première que tu as dite parce que ça va me permettre d'aller plus loin. Parce que il y a toi qui sais, mais je vais parler pour tout le monde. Je ne vais pas parler pour toi, Christine, bien sûr, mais ça me fait dire que déjà pour la deuxième, tu vois, plutôt, tu vois, de le mettre devant le fait accompli, s'il y a une pression, s'il va se sentir la pression, peut-être qu'il pourrait aussi ne pas répondre, même si c'est précis. Mais là, c'est vrai que comme c'est précis, c'est plus simple pour quelqu'un qui a la blessure de compétence, et tous les hommes, nous l'avons. Et il a besoin de savoir que ce qu'il va dire, ça va être reçu, puis que ce n'est pas à côté de la plaque. Donc ça va l'aider. C'est pour ça qu'on apprend à faire des demandes smart, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et limitées dans le temps à nos partenaires. On apprend à faire ça dans les dialogues aussi, Imago, dans certains dialogues. Mais tu vois, plutôt que de le mettre devant le fait accompli, c'est de dire bah, j'aimerais bien qu'une fois par semaine, tu me fasses une appréciation positive, ou même tous les jours, sur quelque chose de précis que tu apprécies dans la journée. Comme ça, il peut le faire au moment où il veut, il va sentir moins de pression et il va le faire. Parce que là, il sait que c'est ça dont on a besoin. Et puis, Alors justement, on a prévu de faire, moi je fais des challenges en 21 jours, hein, j'ai fait 21 jours pour arrêter de râler, et on a prévu de faire 21 jours où on dit une phrase d'appréciation l'un à l'autre tous les jours. Et donc là, mais justement, là, il me disait, il faut qu'on s'échauffe. On est en train de s'échauffer. Et après, on va faire les 21 jours. Mais génial. Mais ça, c'est des bons, c'est des bons. Merci, parce que ça va inspirer plein de gens, ce que tu dis là aussi. Et il y a plein de choses positives. Mais la première, tu as la première. Ce que tu disais, c'est je veux encore plus, je veux encore plus. Puis nous, les minimiseurs, je veux plus parce que c'est comme si, pour nous, les minimiseurs, moi je suis minimiseur clairement, même si je deviens maximiseur de plus en plus, en fonction de la partenaire aussi et puis de notre évolution. Mais moi, je dis, mais moi 80, être juste ce que c'est, ça me convient. Quoi. Je n'ai pas besoin de plus parce que j'ai l'impression, c'est-à-dire, c'est même avec ma partenaire de travail, où elle est tellement brillante et elle veut toujours mieux améliorer le stage. Mais moi, je vois que ça me demande beaucoup d'énergie. Et moi, mon but, c'est de durer 20 ans, 30 ans comme animateur de stage et pas toujours chercher plus, parce que ça me demande beaucoup. Tu sais, 80% du stage, s'il est bien, je suis très satisfait de ce que j'ai. Tu vois, et c'est ces deux façons de fonctionner. Puis, et heureusement qu'elle est comme elle est, mais moi, je loue comme elle est, parce que c'est elle qui nous fait aussi, qui met de la créativité, qui fait aussi bouger les choses. Mais par moment, je trouve que c'est aussi bien pour moi dans mon monde de se contenter que c'est à 80% bien et pas besoin d'aller plus, parce que moi, c'est de toujours faire plus, ça me fatigue. Et c'est ça que peut vivre l'autre. C'est dire, mais pourquoi toujours plus alors qu'on est bien, tu vois. Et c'est ça que va dire le Ouais. minimiser.
C'est vrai, c'est bien. Merci pour cet éclairage. Merci beaucoup. Alors, je voudrais revenir un petit peu, on a parlé de la lune de miel, on a parlé de la lutte de pouvoir. Est-ce que tu peux maintenant nous expliquer ce que tu appelles l'obscurité après l'éblouissement? Ce que moi j'entends obscurité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la lutte de pouvoir, c'est où on voit plus, on est ébloui par l'autre, et puis ce qui nous a ébloui, c'est ce qu'on va lui reprocher. Et c'est ce qui va devenir le plus obscur. Et c'est pour ça que l'étape suivante, c'est de remettre de l'engagement, mais aussi de la décision. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une décision d'aller voir au-delà du problème. Tu vois, l'obscurité, c'est parce que ça se manifeste dans des petits problèmes qui arrivent dans le quotidien, mais ces problèmes-là ne sont pas le problème. Et c'est d'aller voir en dessous, d'aller voir justement les blessures dans les dialogues. On va voir pourquoi ça me touche autant quand tu dis ça et que tu fais ça. Et le dialogue va permettre de nettoyer l'espace relationnel et c'est un peu comme on enlevait les nuages et puis de laisser de nouveau le soleil briller dans notre relation. C'est ça que j'appelle. Et ça demande de l'engagement. Pour moi, l'amour, c'est cette étape-là. L'amour, c'est pas quand on tombe amoureux. Ça, c'est le sentiment amoureux, mais l'amour véritable, l'amour mature, c'est justement, quand il n'y a plus ce que j'ai eu très peu accès pendant des années aussi, c'est que quand il n'y a plus ce désir, plus cette folie du début ou ces émoustillements du début, c'est à ce moment-là que l'amour commence. C'est qu'est-ce qu'on fait pour remettre ça au goût du jour? Comment on fait pour remettre la légèreté, l'enchantement, parce que si j'appelle réenchanter son couple, c'est parce que l'enchantement est quelque chose de léger. J'aime bien l'enchanter, le chant, quelque chose qui est léger et profond. Pour remettre de la profondeur et de la légèreté dans la relation, c'est vraiment d'aller voir ce qu'il y a en dessous, ce qui alourdit, ce qui met de l'obscurité. C'est juste ça. Merci. Alors, dans ton livre, tu parles des 4 piliers du couple, le projet commun, la communication, la tendresse et la sexualité. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Quand je parle des 4 piliers, c'est vrai que c'est amusant parce que ça a parlé à beaucoup de gens. Et en fait, il y a plein j'ai lu pas mal d'auteurs qui parlaient des différents piliers. Il y en a qui en parlaient de 3, 2. Moi, j'ai aimé ce que j'aime dans tout ce que j'ai lu. J'ai pris cela, en tout cas, j'ai résumé, moi, ces piliers-là. Parce que quand il en manque un, ça, c'est une chaise, les 4 piliers comme les 4 piliers d'une chaise, les 4 pieds d'une chaise. S'il y en a un qui manque dans les 4, déjà, la relation, elle va être bancale. Mais s'il en manque 2, ça se casse la gueule. C'est vraiment cette image-là. Donc, les 4, pour moi, le plus essentiel peut-être, mais ils le sont tous, c'est que s'il n'y a pas de projet commun, il n'y a pas de couple à long terme. C'est-à-dire, et il y a aussi, tu vois, ça viendrait à parler, on pourrait faire rien qu'un podcast là-dessus, sur qu'est-ce que c'est que le couple. Qu'est-ce que c'est pour moi le couple? Le couple à 20 ans, notre projet commun, c'est avoir des enfants très souvent. Tu vois, quand on est en dessous de 30 ans, il y a beaucoup, tant qu'il y a la possibilité d'avoir des enfants, c'est très souvent le projet commun de la relation. Mais quand il n'y a plus ça, si on n'a que ça, c'est vraiment important de trouver d'autres fils rouges, d'autres courants directeurs de notre relation. Oui, et ça, je rebondis là-dessus parce que c'est justement une réflexion que je me disais. Moi, j'ai mes enfants qui vont bientôt être tous partis de la maison. Donc, effectivement, pendant les 20 dernières années, notre projet, c'était nos enfants. Et on n'a pas fini. On a encore envie de s'occuper de nos enfants. Et même s'ils sont étudiants, il y a encore beaucoup, beaucoup de présence et de joie à vivre avec eux. Mais ça devient, ils mènent leur propre vie, en fait. On devient juste un peu un petit soutien sur le côté, mais ils commencent à tracer leur route eux-mêmes. Et effectivement, on prend conscience dans mon couple de l'importance de se dire c'est quoi notre projet pour les 20 prochaines années, notre projet commun, parce qu'on a chacun nos projets personnels, nos business, nos activités, ce qu'on veut faire, mais qu'est-ce qui va être notre projet, ce qu'on a envie de construire ensemble, ce qu'on a envie de créer ensemble dans les 20 prochaines années. Et c'est pas simple parce que autant le projet des enfants, c'est un peu le projet de tout le monde, même si c'est pas vrai. Il y a de plus en plus de couples aujourd'hui qui ont le projet de ne pas avoir d'enfants et c'est très bien. Mais ça reste quand même un peu la storyline qui nous est nourrie par la société. Hein. Un homme et une femme se rencontrent, c'est l'amour fou, qui est en train d'être beaucoup déconstruit. Hein, ce narratif est en train d'être énormément remis en question en ce moment et je trouve ça très bien parce que du coup, ça va ouvrir des possibles. Comme tu disais, toi, au début, j'ai le désir, tu parlais avant qu'on commence cet épisode de ton désir d'avoir un couple à ton image. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase où le schéma de base du couple est en train de se déconstruire et on a la permission de créer la vie qu'on veut et nos vies amoureuses comme on veut. Mais c'est vrai que ce narratif
d'avoir des enfants, c'est un peu ce qui nous a été vendu quelque part. Mais donc Ouais. après, une fois que les enfants, c'est fini, ben, là, il n'y a rien qui nous a été vraiment vendu. On ne sait pas à quoi ça ressemble un projet commun au-delà des enfants. On n'a pas beaucoup d'exemples. Ben, c'est pour ça que c'est après 45 ans, le couple, tu vois, on pourrait parler le couple dans toutes les ères du temps, à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est différent. Et l'essentiel, c'est de voir quel projet commun, mais ça peut être, des fois, tu vois, moi j'ai envie de danser, j'ai toujours aimé la danse, le chant, et j'ai envie de chanter avec ma partenaire, de danser, même de faire les danses du monde, et de voyager à travers nos danses, tu vois, le tango argentin, d'aller en Argentine, Cuba pour faire la salsa, c'est un projet commun. Si les deux ont envie de faire ça, on peut avoir ce projet commun. Ça peut être plein de choses. Ce qui est important, c'est d'en parler dès le début. Pour moi, ça, c'est essentiel d'en parler dès le début de la relation. Tout comme les jeunes, avant, il y avait la préparation au mariage, tu vois, qui se faisait dans les églises. Mais ça, moi, je vais le refaire ça l'année prochaine dans un projet pour les 25-35 ans, de faire tout un programme de préparation à l'union. Et c'est important, et il y a un exercice que j'aime que dans Imago et qu'on retrouve dans le livre qui s'appelle la vision de la relation. Dans ma relation idéale avec toi, nous. Et on n'est pas obligé même de dire dans les prochaines années, parce que ça évolue, mais on peut faire un projet à 20 ans, mais on peut faire aussi un projet dans les 3 prochaines années ou rien que de cette année-là. Dans cette année-ci, ma relation idéale avec toi, c'est, et dans chaque sphère de la vie, dans la sexualité, dans la famille, dans les amis, dans les loisirs, le travail, le quotidien. Et cette vision, on peut la remettre au goût du jour chaque année. Ça, c'est génial de pouvoir refaire cette liste-là chaque année parce qu'on évolue, on change. Il y a des choses qu'on a dit, que je vais dire aujourd'hui, que dans un an, ils ne seront peut-être plus au goût du jour. Donc, avec ma partenaire ou mon partenaire, d'en reparler, mais ça nous donne une richesse pour les prochaines années incroyable. Donc, il y a un exercice qui permet de faire ça. Moi, j'aime bien faire cet exercice-là, même dans le début d'une relation, je trouve ça chouette. Ça, c'est le premier pilier, donc la vision du couple. Le projet commun, oui. Le projet commun. Ensuite, il y a la communication. La communication, oui. La tendresse et la sexualité, je vais mettre après, puisque ça peut se rejoindre aussi. Mais la communication, c'est ce que je fais. Là, c'est vraiment dans Imago, c'est parler la même langue. Si on ne communique pas et si on ne met pas à jour qu'est-ce que c'est communiquer pour nous, ça va être compliqué. C'est compliqué dans un couple. Il y en a plein qui pensent communiquer, mais si on n'a pas la même façon de communiquer, on ne se rejoint pas. Donc ça, là, ça s'appelle au langage de l'amour aussi. On peut communiquer avec les mots, et ça, c'est indispensable. On est des êtres quand même. Ce qui nous différencie des animaux, c'est ça, c'est la parole. C'est de mettre des mots sur ce qu'on vit. C'est ce qui permet de nous rejoindre. Mais, par exemple, le minimiseur, lui, il a moins les mots. C'est pour ça qu'il a du mal à venir en thérapie, parce qu'encore en thérapie, on va aller dans le monde de préférentiel du partenaire qui parle le plus. Mais dans Imago, on parle, mais on ne parle pas avec beaucoup de mots. On essaie juste de parler la même langue, la langue du cœur. Donc, c'est de prendre à parler la même langue. Et puis, quand les mots, moi, je vois, même là, je parle beaucoup, mais au bout d'un moment, tu vois, tout à l'heure, quand on aura fini, je vais avoir besoin de silence. Puis avec ma chérie, c'est juste, je ne vais pas avoir envie de parler. C'est est-ce qu'on peut se prendre dans les bras? Ça va être plus le langage du corps, la tendresse. Et là, j'en viens. Par exemple, la tendresse, c'est l'un des langages. Et c'est juste de passer du temps à se regarder, à se masser, à se toucher. Le langage de la tendresse, pour moi, il est indispensable dans la relation. S'il n'y a pas cette tendresse-là, la relation, elle va s'assécher. Et je différencie bien donc la tendresse et la sexualité, du coup. C'est que la tendresse peut amener à la sexualité. S'il y a beaucoup de tendresse, puis ça va donner envie, ça va ouvrir le cœur, notamment chez la femme, ça va ouvrir le cœur et ça va ouvrir forcément le sexe. Mais si la femme, elle sent que l'homme, il est juste tendre pour avoir de la sexualité, ça marche pas. C'est de la tendresse dans le quotidien pour juste être en connexion, pour être dans une autre forme de connexion et de communication. Mais c'est important d'avoir de la tendresse, pas pour parce que ça, les femmes, elles vont le sentir en plus. Si la femme, elle sent que l'homme vient dans la tendresse juste alors qu'ils ne se sont pas parlé de la journée ou ils ne se sont pas parlé pendant 3-4 jours, et puis là, il vient tout d'un coup demander de la tendresse parce qu'elle sent qu'il veut de la sexualité, ça ne va pas aider le couple. Donc, oui, je différencie vraiment les deux. Moi, je parle de plus en plus, quand je parle de sexualité, j'aime bien parler d'intimité. Et ce que je me rends compte, c'est qu'en fait, derrière le mot sexe, on associe malheureusement trop souvent toutes les images qu'on a reçues de la pornographie. Et donc, on associe immédiatement la pénétration. Et en fait, c'est très difficile
de s'ouvrir à l'idée d'être pénétré si on n'a pas été dans l'intimité, en fait, parce que c'est très intime comme acte, et puis ça demande une ouverture, comme nous disait tout à l'heure, l'ouverture du cœur, l'ouverture du sexe, et donc on ne peut pas être pénétré si le cœur et le sexe n'est pas ouvert, en fait, c'est violent. Et donc, je parle beaucoup du coût, en fait, de la pornographie qui a véhiculé une sexualité uniquement centrée sur la pénétration, enfin trop centrée sur la pénétration, et du coup, une vision de la sexualité avec énormément de raccourcis, qui, en fait, aujourd'hui, nous coûtent très cher dans notre intimité, dans nos couples et dans nos vies. Donc, j'ai envie de dire, l'intimité, c'est le mélange de la communication, de la tendresse et de la sexualité, et probablement aussi du projet commun. L'intimité, c'est de sentir qu'on est en lien, et on est en lien dans notre conversation, on est en lien dans nos projets, on est en lien dans nos corps et dans nos énergies. Et voilà, après, une fois que tout ça est là, effectivement, le cœur et le sexe s'ouvrent, et là, la sexualité peut s'exprimer librement et amener énormément de plaisir. C'est tout à fait juste hein, ce que tu dis bien. Alors, c'est sûr que je prêche avec toi. Tu as beaucoup cheminé là-dessus aussi. Donc, tu vois, on arrive aux mêmes endroits. Et pour mettre mes mots, tu vois, l'intimité, c'est un vrai sujet pour moi, qui a été bafoué dans mon intimité à 2 ans. Ça a été vraiment bien fermé. Et c'est tout mon chemin encore aujourd'hui, c'est de retrouver cette intimité. Personnellement, je peux aller dans l'intimité du corps, comme beaucoup d'hommes, beaucoup plus facilement que dans celle du cœur. Le problème, c'est qu'on est différent, tu vois. Pour moi, c'est d'être dans sa vérité. L'intimité, c'est oser être vrai dans ma vraie vérité. Même si j'ai des choses dont que j'ai peur de te dire, j'ai peur d'être rejeté si je te l'ai dit, c'est de pouvoir avoir un espace, et c'est là que le dialogue imago entre, c'est de pouvoir avoir un espace pour le dire qui va vraiment ouvrir mon cœur et mon sexe. Aujourd'hui, je peux sentir que quand je fais l'amour, je le fais à partir de mon cœur, mais très souvent, je l'ai fait d'abord à partir, comme beaucoup d'hommes, à partir d'un désir, de me sentir désiré. Nous, on a besoin de se sentir désiré, tu vois, c'est le sexe qui s'ouvre d'abord, et après, c'est le cœur qui va s'ouvrir. Vous, les femmes, c'est plutôt différent. C'est vous, si vous avez besoin de connexion, d'intimité, comme tu viens de dire, mais ça veut dire de connexion, de plein de gestes, aussi de reliance, de se sentir connecté à l'autre. Et là, le cœur, s'il s'ouvre, je vais pouvoir ouvrir mon sexe. Mais sinon, si on me demande d'ouvrir, si une femme, au bout de quelques années, je dis quelques années, c'est pas quelques mois, mais au début, on peut faire l'amour juste avec nos hormones, et là, tous les deux, on a envie de faire l'amour, on a du désir tous les deux, ça marche. Mais au bout de quelques années, quelques mois, quelques années, de demander à une femme de faire l'amour sans qu'il y ait de connexion avant, en tout cas sans qu'il y ait d'intimité ouverte, c'est comme si on l'abusait par moment. Et très souvent, comme il y a eu beaucoup de femmes qui ont été abusées aussi aujourd'hui, énormément, beaucoup de femmes se sont senties abusées, c'est ça qui est réouvert. C'est pour ça que dans les stages sexualité, je dis aux hommes, vous n'avez pas le choix, on n'a pas le choix, nous les hommes, d'aller dans le monde de la femme si on veut refaire l'amour avec notre partenaire, parce que beaucoup de couples ne font plus l'amour après quelques années. C'est très tabou, mais c'est très souvent ça. Et c'est vrai que nous les hommes, on a besoin d'aller à cet endroit-là. Et c'est pour ça que ça passe par une connexion, une communication. Et c'est ça que je voulais dire, ralentir. Tu vois, c'est aussi de ralentir pour sentir. Comment on fait? C'est pour les hommes, tu vois, la sexualité, la pénétration, elle n'est pas, comme tu dis, dans l'amour, il n'y a pas obligé d'avoir de pénétration, mais pour ça, il faut sortir de la sexualité mécanique que l'on peut voir dans la pornographie, pour faire le lien avec ce que tu as dit. Et la clé, pour moi, c'est de ralentir. Comme dans les dialogues. Dans les dialogues, on ralentit pour sentir ce qui se passe à l'intérieur. Ben, dans la sexualité, c'est de ralentir pour se connecter avec le cœur et faire l'amour à un endroit beaucoup plus ouvert, là. Voilà, je pense que une des raisons probablement pour lesquelles beaucoup de couples qui sont ensemble depuis longtemps ne font plus l'amour, c'est parce que, en fait, je dis souvent, beaucoup de femmes n'ont pas envie de faire l'amour, ou enfin bref, je dis souvent, c'est parce qu'en fait, on s'ennuie. Et on s'ennuie, c'est un peu fort quand je dis ça, mais c'est dans le sens où on fait l'amour, et c'est un peu l'amour en 3 étapes. C'est pénétration, orgasme, sortie. C'est get in, get off, get out. C'est Et donc ça, c'est ce qui a été véhiculé par la pornographie. Et en fait, ça manque d'intimité. Alors, on a un orgasme. Alors, peut-être que les 2 partenaires ont un orgasme. Et donc, peut-être que dans les faits, sur le papier, on pourrait dire tout va bien. Sauf qu'en fait, il n'y a pas cette dimension de l'intimité. Et en fait, je crois vraiment que dans la sexualité, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on cherche plus que tout, en fait. On a plus besoin d'intimité que d'un orgasme. C'est la richesse. Tu vois, c'est un peu pauvre. Si on va que rechercher l'orgasme, et en plus,
quand tu vas rechercher l'orgasme, tu es déjà dans ta tête, tu n'es pas dans l'instant présent, tu es dans l'après. Parce que la sexualité, c'est l'instant présent, c'est ce qui se passe dans l'instant et de faire avec l'instant. C'est tellement bon quand on peut sentir le corps de l'autre vibrer, son propre corps vibrer. Mais moi, c'était complètement inconnu, ça, avant. Quand on me parlait de ça, c'était du chinois. C'est vrai que c'est ma formation de sexeuse, c'est le tantra, c'est aussi d'apprendre à ralentir. Parce que des fois, j'ai rencontré avec des partenaires qui étaient. Je ne m'y attendais pas. Et c'est juste de ralentir. Des fois, ça a été vraiment magique. C'est même des exercices de se dire on va aller le plus lentement possible dans nos caresses et de voir ce qui se passe. C'est d'explorer ensemble et d'oser dire même les choses que tu dis, c'est l'intimité qu'on a besoin. Mais c'est quoi l'intimité? Beaucoup vont dire oui, mais c'est quoi l'intimité? Moi, pour moi, l'intimité, c'est ça, c'est comment, c'est l'ouverture du cœur, c'est comment je peux ouvrir mon cœur, comment je peux me montrer totalement nu, mais pas dans mon corps seulement, c'est aussi dans mon cœur. C'est ça, l'intimité. Pour moi, c'est la nudité du cœur. Ça me vient comme ça, mais pour moi, c'est carrément juste. J'avais jamais... C'est ça qui me vient, ça me touche, rien que de le dire. Ah oui, j'avais jamais trouvé les mots, mais c'est ça, c'est la nudité du cœur. Oui, je ne pourrais pas dire autre chose. Alors moi, j'ai créé une série de 6 rendez-vous amoureux guidés. Justement pour accompagner les couples, donc c'est un programme que j'ai créé. Les couples sont chez eux dans leur chambre en fait et ils accèdent au programme à travers Zoom. Ils ont un petit ordinateur sur le côté, mais l'objectif n'est pas de regarder l'ordinateur. L'objectif c'est d'être guidé dans un rendez-vous amoureux, justement avec cette intention de leur faire découvrir d'autres manières d'avoir un lien intime et sexuel, mais au-delà, enfin plus largement que la pénétration. En fait, et je les guide à travers différents rituels pour ouvrir le champ des possibles, parce que je pense qu'on vit beaucoup notre sexualité dans un sillon, où en fait, depuis, souvent on a découvert notre sexualité un peu en cachette, dans la honte, et donc on a découvert un moyen de comment se donner un orgasme le plus rapidement possible. Et pour beaucoup de personnes, la sexualité, c'est la même chose depuis 20 ans en fait. On sait comment faire partir notre partenaire, et donc on fait la même chose, et l'objectif, c'est de le faire partir, alors qu'en fait, l'objectif, c'est de rester ensemble, on va nulle part. Il y a nulle part où aller, il y a personne qui doit Après, c'est partir. de rester. Ouais, c'est ça. Voilà, et ça, c'est parce que, voilà, encore une fois, c'est les dégâts de la pornographie qui nous ont véhiculé des raccourcis. Et les dégâts de tout, du fait qu'on ne parle pas assez de sexualité, qu'on ne parle pas assez du fait que c'est normal d'être un être sexuel, c'est normal d'avoir envie de sexe, c'est normal de chercher à développer notre sexualité, et qu'il y a quelque chose de très bon pour notre santé physique, morale, émotionnelle, mentale, d'avoir une sexualité épanouie. On n'en parle pas assez, il y a beaucoup de tabous, et donc du coup, on n'explore pas assez, on est enfermé dans un sillon. Et donc, c'est probablement pour ça que beaucoup dans des couples de longue durée, la sexualité s'arrête, parce qu'en fait, elle ne s'est pas renouvelée. Elle ne s'est pas renouvelée, voilà, elle est un peu ennuyeuse, en fait. Même si à chaque fois, on a des orgasmes, c'est ennuyeux. Le rapport effort-résultat, en fait, on n'est pas assez nourri par notre sexualité. On n'est pas assez nourri par ces fameux orgasmes qu'on arrive à obtenir. Et donc, je trouve ça très, très intéressant de sortir du sillon et d'aller explorer les vallées et les prairies et toutes les choses formidables. Notamment, une des clés pour moi, c'est de s'enlever la pression de l'orgasme et de s'enlever la pression de la pénétration, qui est toujours bienvenue et accueillie, mais ça n'est pas la quête, ça n'est pas l'objectif ultime. Ouais, dans ce que tu dis, pour moi, je pense vraiment à la méditation. Je ne sais pas pourquoi je fais le pendant avec la méditation. C'est-à-dire, la sexualité, elle est à la fois spirituelle, corporelle, il y a plein de dimensions dans la sexualité. Hein. C'est ce que va explorer aussi certains tantras. Tu vois, pour moi, comme tu dis, c'est pas de partir le but, c'est pas de partir quelque part, c'est de rester avec l'autre dans la connexion. Mais c'est pareil pour la méditation. La méditation, beaucoup de personnes, moi, c'est ça qui m'a souvent déclenché dans la méditation, ou des grands méditants, ou des gens qui, pour moi, fuient dans la méditation. C'est-à-dire que c'est une méditation qui va vers le haut, qui est une fuite en avant de ce qu'on vit à l'intérieur, alors que la méditation, c'est juste d'habiter son corps. C'est pour ça que je fais le parallèle entre la méditation et la sexualité. Pour moi, la clé dans tout, c'est d'aller à l'intérieur, c'est de s'habiter pleinement dans son corps, avec l'autre, en lien avec l'autre. Et ça, il y a plusieurs chemins. Tu vois, la méditation est aussi une belle voie, mais la sexualité est une méditation. Quand on est dans le ralentissement, dans la connexion, il n'y a aucune pensée. Moi, je sais que dans la sexualité aujourd'hui, je pense à rien, puisque je ne suis pas pour essayer d'arriver quelque part ou quoi. C'est juste de vivre l'instant présent et en connexion avec l'autre, à l'écoute de l'autre, à l'écoute de soi,
c'est une danse, quoi, en fait. Et c'est une méditation pour moi, ça. Puisqu'il n'y a rien dans la tête. La méditation, pour moi, c'est s'habiter son corps sans avoir de projet ou relâcher la tête. Et la sexualité est un bon moyen pour cela. Super. Alors j'ai envie d'orienter la conversation sur un autre sujet maintenant. Souvent, ce qui pourrit la vie du couple, ce sont les disputes. Et moi, dans mon couple, c'est vrai, je me dis souvent, tant qu'on n'est pas méchant l'un envers l'autre, tant qu'on n'est pas trop en train de se disputer, on peut tout surmonter. Et c'est vrai que parfois, la méchanceté, les agressions, c'est des vraies flèches, en fait, qui viennent percer l'amour. Et pourtant, parfois, ça sort plus vite qu'on le voudrait. Et donc, quand l'un commence une dispute, c'est dur de l'arrêter parce qu'il y a des mécanismes d'attaque et de défense qui s'enclenchent. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui se passe vraiment quand on se dispute? Oui, c'est ça. Et déjà, pour en sortir, c'est l'intention, pour en reparler. Mais parce que c'est vrai que c'est dur, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est notre cerveau reptilien qui se met en route. Quand on se dispute, en fait, le mécanisme qui se met en place, c'est qu'on a trois parties dans le cerveau: le néocortex qui est le plus récent, le cerveau émotionnel qui est un peu plus vieux, et le plus vieux, c'est le cerveau reptilien, celui qui est là pour la survie. Et quand on se dispute, le problème, c'est qu'il n'y a plus d'intelligence. On devient des neuneux, comme je dis souvent, on devient vraiment comme des animaux. Il y a quelque chose qui est réveillé de l'enfance, parce qu'on en parlait tout à l'heure. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va parler d'un tout petit truc, ou alors on va voir quelque chose, et notre cerveau reptilien va se déclencher, ou plutôt l'amygdale, qui est dans le cerveau émotionnel, va venir anesthésier le néocortex et il va donner toute la place au cerveau reptilien. Et c'est ça le problème, c'est que le cerveau reptilien, il réagit des millions de fois plus vite que le néocortex, et surtout, il ne fait aucune différence entre le présent et la préhistoire même. Donc lui, une éponge, je prends toujours le même exemple, il faudrait que je change, mais même une porte qui reste ouverte, ça va être aussi dangereux qu'un mammouth qui attaque dans la grotte, tu vois. Donc on va se dire danger de mort. C'est pour ça que des fois c'est disproportionné la réaction qu'on peut avoir. Oui, je dis Parce souvent, parfois, une chaussette qui traîne par terre, c'est une atteinte à notre identité. C'est ça, exactement. Parce que je prends aussi ça comme exemple. Une chaussette qui traîne par terre, ça va nous mettre à l'envers. Une éponge qui traîne dans l'évier. Une cuvette, la cuvette des toilettes qui est relevée. Alors que, voilà, et on aura l'impression que ça va vraiment, on va mourir, quoi, tellement la souffrance. Alors que c'est juste ça qui se passe. C'est juste qu'il y a quelque chose qui est réveillé. C'est le sentiment qu'on va ressentir à ce moment-là qui va réveiller un sentiment qu'on a vécu enfant. C'est ça qui se passe. Et la seule façon d'en sortir, ben, moi, une façon, en tout cas, la seule, peut-être pas, mais c'est de mettre une intention, c'est d'apprendre à dire un mot. Parce qu'on n'a pas quand il est déclenché, on n'a pas la capacité de faire une phrase: oh là, je suis blessé, j'aimerais que tu arrêtes. Non, on n'a pas le temps de dire tout ça. C'est apprendre à dire un mot, juste un mot, genre orange, genre Scooby-Doo, je dis n'importe quoi, quelque chose qui va déclencher, quelque chose qui va sortir du drame, donc un mot plutôt sympa, et qui va nous permettre de dire ce mot-là qu'on arrête tout de suite. Et s'il y en a un qui n'arrive pas à arrêter, on décide avant de sortir de la pièce. C'est-à-dire que quand ça arrive, moi souvent je n'ose pas partir parce que je suis tétanisé, mais aujourd'hui je m'autorise à sortir si l'autre continue. Si je dis stop et que l'autre continue, à la limite il ne faudrait pas dire stop parce que c'est encore pire pour l'autre, c'est de dire le mot. Le but, c'est pas de dire le mot parce que le mot stop est déjà connoté, c'est de dire un mot orange. Et là, on va sortir de la pièce. Et on prend la décision qu'une heure après, on se met face à face et on va prendre responsabilité de ce qu'on a vécu. On fait un dialogue imago. Moi, je connais rien de mieux que le dialogue imago pour nous mettre en sécurité et puis de basculer, de sortir de la lutte de pouvoir. Donc, c'est ça. La seule chose à faire, c'est d'aller se doucher ou bien d'aller se baigner si on est au bord de la mer, aller faire un footing, sortir de notre... Il faut 20 minutes au cerveau reptilien pour revenir à un niveau initial. Donc, c'est vraiment de décider ensemble avant que quand on parle là-dedans, de lâcher, parce que sinon, c'est des petits-enfants. Quand on se parle et qu'on n'arrive pas à lâcher, c'est des petits-enfants intérieurs qui sont là. C'est des petits-enfants qui disent: mais écoute-moi, écoute-moi. Et les deux veulent être écoutés, c'est la lutte de pouvoir. C'est celui qui va se faire le mieux entendre. Et donc, il ne se passera rien à ce moment-là. Il ne se passe rien. Super, merci. Dans ton livre, tu as un chapitre qui parle des 3 danses du couple. Est-ce que tu peux nous expliquer ces 3 danses? J'ai expliqué déjà le maximiseur et le minimiseur. Déjà, dans le premier podcast, je l'avais fait avec toi. Donc, et puis, je détaille bien aussi dans le livre. Mais sinon,
Donc c'est ça le maximiseur, celui qui se sent abandonné, je vais schématiser, qui cherche le lien et qui passe pour celui qui est agressif parce qu'il va souvent critiquer. Son défi, c'est d'arrêter de critiquer. Et ça, c'est je dis, 80%, on va dire 80% des femmes. Et le minimiseur, c'est celui qui a besoin de temps, qui n'arrive pas à trouver les mots, justement, qui a besoin d'espace, qui se sent vite intrusé ou bien asphyxié. C'est quoi les mots aussi? C'est quoi que je fasse, c'est jamais assez bien, qui a besoin vraiment de, de, de prendre son temps avant de revenir dans le lien, qui se sent envahi, je cherchais le mot, celui qui se sent envahi, et qui lui a la peur du rejet, donc il va rien dire, alors qui va tenir tant bien que mal, le fil va se tendre à l'intérieur, et puis après, on appelle la tortue dans l'imago, on va frapper à sa carapace, et au bout d'un moment, il va exploser. D'accord. Et ça, c'est le minimiseur. Et les dents, c'est soit il y a deux maximiseurs, donc deux tempêtes de grêle, on les appelle aussi les tempêtes de grêle, qui vont monter très vite tous les deux, et puis jusqu'à temps qu'on s'épuise, et puis on va se fâcher pendant un certain temps, puis on va se réconcilier sur l'oreiller. Très souvent, c'est des couples qui se réconcilient sur l'oreiller, et c'est très agréable à un moment, mais c'est épuisant. Donc ça, c'est quand il y a deux maximiseurs dans le couple? Il y a deux maximiseurs. Bon, il y en a un qui va commencer à minimiser. À un moment donné, il y en a toujours un qui va minimiser parce qu'on ne peut pas monter comme ça en tension trop longtemps. Mais c'est des couples qui s'épuisent au bout de quelques années. Il y a beaucoup d'épuisement et il y en a un qui va commencer à minimiser parce qu'il est là, il va commencer à avoir les épaules lourdes. Et puis voilà. Ça, c'est les deux, quand il y a deux maximiseurs, mais ce n'est pas la majorité des cas. Les deux minimiseurs, eux, dans ce cas-là, très souvent, si j'aime bien mettre des chiffres, mais c'est 10%, 10% de maximiseurs, 10% de minimiseurs. Les minimiseurs, eux, c'est des couples qui sont difficiles à accompagner dans le temps. Ce n'est pas que c'est difficile, c'est que la difficulté, c'est de remettre de l'énergie dans la relation. Comme ils minimisent tous les deux, ils ont peur de se blesser, ils ont peur de dire les choses, donc ils disent rien. Et ils s'éloignent et ils deviennent des colocataires. Et c'est difficile. Et c'est difficile parce qu'ils ont pris l'habitude d'être sous le même toit, mais ils ne disent pas les choses. Et il y a une énergie à remettre. Il n'y a plus d'énergie. Et donc, s'il n'y a plus d'énergie, la difficulté pour le thérapeute dans ces moments-là, c'est de remettre de l'énergie, c'est de leur apprendre à oser dire. Mais ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses à nettoyer, il y a beaucoup de rancœurs qui sont entassées. Et ça prend du temps. La plupart du temps, c'est un minimiseur qui va chercher un maximiseur. Très souvent, c'est ça dans les danses de couple. Et ça, c'est une généralité. Après, on peut être minimiseur dans certains sujets, maximiseur dans d'autres sujets. Mais très souvent, dans l'énergie, c'est juste quand je suis blessé, quelle forme ça va prendre? Est-ce que je vais plutôt chercher le lien, plutôt me mettre en colère, ou plutôt je vais me fermer et je vais prendre du temps dans ma caverne? Et ça, c'est un maximiseur rencontre un minimiseur. Et le but, donc, justement, du dialogue imago, en tout cas dans mon travail, c'est que celui qui minimise apprenne à sortir son énergie, à prendre plus confiance, à se sentir en sécurité et à oser dire les choses. Le maximiseur, il doit apprendre à tempérer, à arrêter de critiquer et à reculer un petit peu dans le lien pour laisser la place à l'autre. Le minimiseur, lui, son défi quand même, c'est aussi d'apprendre à être clair dans ses demandes, à essayer aussi de mettre ses limites, de dire stop, d'exprimer ses besoins. Alors déjà, qu'il les sente, puisqu'il sait s'écouper, donc si on ne les sent pas, ce n'est pas évident. Donc c'est tout un travail que l'on fait dans le travail du couple, pour équilibrer les énergies. Super. Merci Claude. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, un message, quelque chose que tu souhaiterais donner aux auditrices et aux auditeurs de ce podcast? Vraiment, le message que j'ai en ce moment, c'est vraiment d'oser demander de l'aide. N'attendez pas que la relation soit malade pour demander de l'aide. Je dis ça aux hommes et j'ai écrit vraiment pour le couple, mais à travers là, j'ai donné beaucoup mon expérience pour parler, moi, en tant qu'homme, que j'ai aussi très peur. Et encore aujourd'hui, j'ai de la peur quand je fais un dialogue. Je sens mon petit garçon qui a peur, mais c'est moi qui en prends soin. Je prends soin de ce petit garçon et je vais au-delà de cette peur. C'est aller au-delà. Derrière, il y a toujours du soleil, il y a toujours une pépite d'or. C'est toujours enrichissant de demander de l'aide. Si on n'a pas demandé d'aide enfant, on ne va pas demander de l'aide plus tard. Si enfant, on a intégré que nos parents n'étaient pas assez disponibles ou pas assez compétents pour répondre à nos questions, on a pris l'habitude de faire tout seul.
et ben, c'est ce qu'on va faire dans le couple et c'est ça qui nous emmène dans le mur. C'est donc oser demander, quand il commence à y avoir les luttes de pouvoir, demander de l'aide à un thérapeute de couple. Ça ne veut pas dire que vous êtes malade, que la relation est malade, c'est pas de la thérapie dans ces moments-là, c'est juste de l'accompagnement de couple. Et vous allez être accompagné par un professionnel qui va vous aider à vous connecter, à parler la même langue et à nettoyer rapidement votre relation. Parce que s'il y a de l'amour, si vous y allez au début, qu'il y a beaucoup d'amour et que c'est juste des tensions, c'est gagné à 100%. Je n'ai pas vu un couple dans cet état-là qui ne sait pas, qui n'a pas été satisfait du travail qui a été fait, et c'est facile même. C'est plus facile que si on attend 20 ans. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver de l'aide? Est-ce qu'il faut aller sur ton site internet ou est-ce qu'il y a un site qui référence tous les thérapeutes Imago? Comment tu recommandes? Moi, je recommande, de plus en plus, je ne vais plus prendre de couple, je vais faire que des stages et je vais accompagner les couples qui viennent dans les stages. Et je fais un stage par mois. Donc, sur mon site Terraneo, je mets au fur et à mesure les stages. Et on a aussi tous les stages dans le site Imago France. Là, vous aurez tous les thérapeutes qui accompagnent à distance, qui accompagnent en direct, parce qu'on peut accompagner à distance avec cette approche, puisque c'est les couples qui font le travail. Donc, allez voir le site Imago France, il y a vraiment tout dedans. C'est vraiment un site complet, il est en train d'être fait en plus. Et donc, tes stages, on les trouve sur terraneo.com ou .fr? Oui, on les trouve sur mon Claude Parizeau. Si vous mettez Claude Parizeau, vous tombez directement dessus sur Google. Et je les mets un peu partout, sur Facebook aussi, sur ma page Facebook Pro, je mets tous mes stages. Oui, ils y sont tous, c'est là qu'ils sont en premier, c'est sur ma page Claude Parizeau Imago sur Facebook, c'est sûr qu'elle y est. Super. Et bien évidemment, j'invite tout le monde à se procurer le livre Réenchanter son couple grâce à la méthode Imago, paru aux éditions Erol. Merci beaucoup, Claude, pour cet épisode. C'est un grand plaisir d'échanger avec toi une fois de plus. Oui, très, très agréable. Merci, Christine, et à très bientôt. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicky.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.